Maintenant, je vais être le plus bref possible. D'abord vous dire, pour avoir visité un peu furtivement l'exposition, et évidemment ressentir une forme de frustration parce que j'ai besoin de sentir, comme on dit souvent que dans une forêt, on entend un arbre qui tombe, mais on n'entend pas les milliers d'arbres qui poussent. Et c'est vrai que le changement auquel nous sommes confrontés, vous incarnez quelque part avec d'autres le fait qu'il est déjà en marche. La seule chose qui doit nous terroriser, c'est de laisser le monde se défaire. Mais ce qui doit nous enthousiasmer, c'est que chacun prenne sa part pour construire le monde de demain. Alors, je ne vais pas saluer les initiatives une par une, je veux simplement saluer votre contribution pour combattre notre pire ennemi qui est la reddition ou le fatalisme. Chacun doit être contributeur du changement. Et j'ai toujours su intimement que ce qui faisait défaut à l'humanité, et vous en êtes ici et ailleurs le témoin, ça n'est pas un déficit d'intelligence. Einstein disait cette phrase que je vous demande de méditer. Notre époque se caractérise par la profusion des moyens, mais la confusion des intentions. Et nous sommes réunis à un moment où ce ne sont pas les moyens qui manquent, même si nous allons avoir besoin de créativité, d'inventivité, de technologie. Mais ce qui manque, c'est de partager un objectif et une vision commune. Donner du sens au progrès. Voilà la crise que nous devons affronter ensemble. Curieusement, nous sommes réunis sur Terre à un moment très particulier que l'on sent un moment critique, à la fois effrayant si on tourne le dos à la réalité et enthousiasmant si, au contraire, on l'affronte collectivement et non pas individuellement. Mais pour ça, encore faut-il que notre intelligence soit mise au service de l'équation du XXIe siècle, exclusivement. Notre intelligence, elle est mise en demeure de prendre en charge les conséquences de son propre succès. C'est le paradoxe de l'époque. On n'est pas victime d'un déficit d'intelligence. On est probablement victime d'une forme d'ébriété. On a été un peu aveuglé par les succès de la technologie. Et bien maintenant, il est temps de sortir d'un état d'ébriété, d'une espèce de crise d'adolescence, et de mettre notre volonté, notre énergie, notre intelligence au service du bien commun. Il y a deux humanités qui s'affrontent. Il y a une compétition sordide, puisqu'on est dans le domaine du sport. Il y a une humanité qui est là pour accaparer le bien commun, et il y a une humanité qui est là pour protéger le bien commun. Eh bien, soyez les acteurs pour la protection du bien commun. Mettez votre intelligence, votre énergie, votre humanité au service de la cause écologique. On est dans un événement qui appelle au changement. Et vous en êtes les acteurs, les démonstrateurs. Au passage, je suggère aux hommes politiques ou aux femmes politiques, si ça n'est pas déjà fait, de venir s'inspirer ici parce qu'ils sentiront le parfum du changement. Ils verront qu'ici, en gestation, les standards et les normes de demain sont là. Et pour pouvoir les encourager, pour pouvoir les accompagner, encore faut-il qu'ils se convainquent qu'on peut faire autrement. Et vous êtes là pour démontrer qu'on peut faire autrement. Mais le message que je voudrais vous apporter, oui, nous aurons besoin que, par l'intelligence, par la créativité, par la science, par la technologie, on trouve des alternatives. Mais je dirais que seule la technologie ne va pas nous sauver d'un mauvais pas. Il faut la technologie, mais à l'intelligence, il faut associer l'esprit. Et nous devons changer notre vision par rapport au monde. Comprendre que nous ne sommes que des hommes et qu'il y a un moment ou un autre, il faut redéfinir collectivement ce qui appartient au progrès. Ne pas confondre de vulgaires performances technologiques avec ce qui est l'origine du progrès, c'est-à-dire l'amélioration de la condition humaine. Il faut changer notre regard, changer de paradigme, changer, je dirais,
notre relation au monde et notre relation à la nature. L'homme ne peut pas s'exclure de la nature. Nous devons nous associer avec la nature, et je dirais même, et c'est là où votre intelligence peut nous y aider, nous devons nous inspirer de la nature. La nature est probablement celle qui, avant tout le monde, nous a montré ce qu'était l'économie circulaire. Dans la nature, les déchets n'existent pas. Eh bien, associons l'intelligence humaine avec l'intelligence de la nature. Nous devons changer nos concepts, notre vision du modèle économique. L'économie, par définition, est là pour économiser et non pas pour dilapider. Et donc toute notre intelligence et toute notre créativité, elle doit être là pour préserver, pour protéger, pour économiser. Économiser parce que si on veut un monde solidaire, pour pouvoir partager, encore faut-il ne pas tout avoir à dilapider. Et c'est le message que je veux vous faire passer. Quelle que soit votre activité professionnelle, individuelle, mettez un peu de conscience dans le quotidien et faites en sorte que votre intelligence, qui ne fasse pas défaut, soit bien au service de cette cause qui détermine tout ce qui a de l'importance à nos yeux, la cause écologique. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Frédéric Mouchon, je suis journaliste au Parisien, je m'occupe de la rubrique environnement. On se connaît depuis assez longtemps avec Nicolas Hulot et je suis en charge aujourd'hui de lui poser quelques questions liées à ce qu'il... On va rester debout. On va rester debout ? Bon, très bien. Vous disiez, Nicolas, que vous suggériez aux hommes et aux femmes politiques de s'inspirer du parfum du changement. Qu'est-ce qui fait que les hommes et les femmes politiques ne s'en inspirent pas et que ce soit si difficile de changer les choses au niveau politique ? Bon, il ne faut pas tomber dans la caricature. C'est vrai que l'exercice du pouvoir en général, parfois vous isole un tout petit peu. Et c'est vrai qu'une démocratie, comment dire, qui pourrait fonctionner peut-être d'une manière plus efficace, c'est une démocratie où les hommes politiques s'inspirent des initiatives et des innovations de la société civile, et en même temps où les citoyens s'approprient la complexité. On est dans une situation, je me permets de faire une petite parenthèse, mais cette défiance que nous avons parfois d'une manière un peu démagogique vis-à-vis du politique, en les rendant responsables de tous les maux du monde et de la société, elle est, à mon avis, un peu caricaturale et même un petit peu dangereuse. Nous avons la chance d'avoir hérité, pour ce qui concerne nous les Français, d'une démocratie. Donc réjouissons-nous d'avoir cette démocratie, mais essayons de la rendre d'une manière plus inclusive. Il faut absolument que les citoyens, la société civile, les acteurs économiques, les ONG soient bien mieux associés en amont des grands changements, des grandes décisions politiques. Il faut créer du dialogue, bien entendu. C'est vrai que le politique, parfois, est enfermé dans une forme de conformisme. Combien de fois n'ai-je entendu « mais on ne peut pas faire autrement ». On ne peut pas faire autrement que de nourrir l'humanité avec une agriculture productiviste et conventionnelle. On ne peut pas faire autrement que de répondre aux besoins d'énergie que par le nucléaire ou par les énergies fossiles. Mais si on ne s'ouvre pas au changement, si on ne laisse même pas pénétrer un peu d'utopie dans notre logiciel, dans une situation qui est une situation radicale, on n'y arrivera pas. Et donc, il faut absolument créer un dialogue, une association. On ne peut pas être dans cette confrontation permanente, dans cette suspicion permanente. Mais aussi faut-il que la classe politique fasse preuve d'une forme de maturité et sorte de cette culture de l'affrontement, de cette culture du ring, de cette culture de la polémique et de cette culture de la politique politicienne. Nous sommes sur un seuil étroit de tolérance, nous sommes à un moment très particulier de l'histoire de l'humanité. Nous devons mettre de côté nos divisions pour nous retrouver sur l'essentiel. L'intelligence, personne n'en a l'exclusivité, preuve en est ici. Alors vous parliez justement de relancer une nouvelle démocratie, d'être plus dans le dialogue avec la population. Le mouvement des Gilets jaunes, il est en partie né d'une mesure que vous souteniez, qui était la taxe carbone, et pourtant ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui fait que certaines mesures que vous soutenez, qui sont écologiques, ne passent pas dans la société? Et qu'est-ce qui n'a pas marché, qui a suscité le mouvement des Gilets jaunes?
Ben, je pense que ça va rester un cas d'école que j'espère on enseignera à l'École nationale de l'administration ou à Polytechnique où j'étais faire une conférence hier soir, de ce qu'il ne faut plus faire. Quand j'ai récupéré mon ministère, j'ai souhaité changer l'intitulé du ministère, le compléter. Ça s'appelle toujours le ministère de la transition écologique, et j'y ai rajouté, pas simplement pour faire beau sur la façade, un mot essentiel, et solidaire. Il faut bien comprendre que l'enjeu social, l'enjeu écologique, ils sont absolument intimement liés dans ses causes et dans son traitement. Donc un traitement écologique qui n'est pas équitable, qui n'est pas socialement acceptable, n'a aucune chance d'aboutir. C'est la grande difficulté, ce que les économistes résument d'une très belle formule, de ce qu'on appelle la tragédie des horizons, c'est-à-dire la confrontation entre les impératifs du court terme et les exigences du long terme. Si on n'écoute que le long terme, on met une taxe carbone pour dissuader tout le monde de prendre sa voiture et d'utiliser des énergies fossiles. Si on tient compte des difficultés matérielles du court terme, on aurait même intérêt à baisser le prix du carburant. Donc comment combiner les deux? Pas de la manière dont ça a été fait. Alors, je ne jette pas la pierre, mais voilà un exemple. Il faut évidemment, pour les citoyens, pour les investisseurs, pour les acteurs économiques, que personne n'ait de doute que le prix des énergies fossiles ne va jamais descendre. Pour que dans les moments où nous investissons, nous changeons de voiture, nous changeons d'équipement, où les acteurs industriels et économiques investissent, chacun comprenne que l'économie carbone, c'est hier et pas demain. Donc progressivement, il faut avoir une trajectoire du prix du carbone qui grimpe, bien entendu. Mais il faut le faire progressivement. Il faut le faire progressivement et que le prix de cette recette de la taxe carbone soit toute ou partie affectée à la dimension sociale. Et c'est ce qui n'avait pas été fait à l'époque, c'est-à-dire que quand on met un prix au carbone, ça donne une recette supplémentaire pour l'État, mais cette recette ne doit pas être utilisée pour combler le déficit budgétaire. Elle doit être fléchée pour les femmes et les hommes qui se retrouvent dans une impasse. Je prends un exemple très simple et on peut très bien statistiquement les identifier. Celles et ceux qui, parce qu'ils ont peu de revenus, ont été obligés de s'éloigner des cœurs de ville dans les zones périurbaines parce que l'immobilier est moins cher, ces zones qui ne bénéficient pas de transport en commun, ces mêmes personnes que les incitations fiscales par un avantage fiscal sur le diesel ont été incitées à acheter des véhicules diesel, du jour au lendemain, non seulement on leur rattrape brutalement le prix du diesel avec celui de l'essence, et on augmente le prix, on y ajoute la taxe carbone. Évidemment, je ne dis pas que c'est ce qui a suscité la colère sourde des Gilets jaunes, mais c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Si demain, on veut mettre de la fiscalité écologique, il faut jouer sur deux registres. Il faut de la fiscalité incitative et de la fiscalité dissuasive. Si, par exemple, nous avions une TVA sur les biens de consommation et sur les services, qui soit incitative sur tout ce qui correspond aux contraintes et aux enjeux du XXIe siècle, et une TVA progressivement dissuasive sur tout ce qui n'est pas compatible avec les enjeux écologiques, vous pouvez changer les modes de production et les modes de consommation en l'espace de 10 ou 15 ans. Mais la fiscalité écologique, c'est une fiscalité comportementale et ça ne doit pas être une fiscalité de recettes. Il y a 1 an et demi, vous étiez encore au gouvernement et vous avez décidé de claquer la porte. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que vous êtes une personnalité reconnue en matière d'environnement, vous aviez une certaine aura, vous étiez un ministre important. Pourquoi vous avez claqué la porte? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être, d'abord ce qui n'a pas marché, c'est que je l'avais dit en entrant au gouvernement, quel que soit le locataire ou la locataire du ministère de l'écologie, une femme ou un homme seul, quelles que soient ses intentions, ses convictions, ne peut pas, initier tout seul une transition qui est une transition de société. On est dans une crise systémique. Donc il faut que chacun au gouvernement ait une feuille de route identique et qu'il y ait une forme de cohérence. Si le ministre de l'écologie va dans ce sens-là et qu'à l'agriculture, on va dans ce sens-là, ce qui était le cas, ça ne peut pas marcher. Vous perdiez beaucoup d'arbitrage? Non, mais donc, ce qui a manqué, c'est probablement que le président et le Premier ministre avaient l'intention de le faire, mais après, probablement, ils ont été rattrapés par le court terme.
par des enjeux économiques immédiats, par le fait aussi que quand on est au pouvoir, on est sous le feu d'injonctions contradictoires en permanence. Mais cette coordination n'a pas eu lieu. Alors, elle n'a pas eu lieu, pourquoi? Moi, je ne fais pas le procès de dire on m'a fait venir au gouvernement pour m'utiliser, etc. Je pense que nous n'avons pas la même perception des choses. Pour eux, la crise écologique, c'est une crise parmi d'autres. Pour moi, c'est une crise majeure qui conditionne tout le reste. Donc, dès lors que pour moi, c'est une crise majeure, tous nos investissements doivent être fléchés prioritairement dans ce domaine-là. Comme j'ai aussi une conscience aiguë, comme la science nous le dit, de l'urgence, moi, contrairement à ce qu'on m'a reproché, je ne m'accommode pas des petits pas. Pourquoi je ne m'accommode pas des petits pas? Pas parce que je suis quelqu'un de capricieux, mais parce que, est-ce que vous avez l'impression que les changements climatiques progressent à petits pas? Est-ce que vous avez l'impression que l'érosion de la biodiversité progresse à petits pas? Est-ce que vous avez l'impression que la désertification progresse à petits pas? Non. Et si on veut que les choses aient une chance d'aboutir, il faut faire les choses en grand. C'est tout le modèle qu'il faut changer. Alors, j'entends bien qu'on ne peut pas changer le modèle économique d'un claquement de doigts, mais on peut se fixer des objectifs communs, les mettre dans la loi pour qu'ils soient irréversibles, et faire en sorte de flécher l'économie et de sortir des dogmes économiques et budgétaires pour pouvoir investir en grand. Parce que si on reste que dans une forme d'intégrisme économique, on n'y arrivera jamais. En 2008, quand il y a eu la crise financière, croyez-moi, on ne s'est pas posé d'état d'âme et on a fait tourner la planche à billets pour sauver le secteur bancaire. Je pense que pour sauver l'humanité, on pourrait peut-être envisager la même solution. Vous disiez au départ que le monde du politique devrait s'inspirer notamment de ce qui se passe ici, où des entreprises, des élus locaux se mobilisent pour la transition énergétique. Mais on voit que conférence climat après conférence climat, les fameux SCOP qui se passent tous les ans, il ne se passe pas grand-chose. Les dirigeants de la planète ont du mal à se mettre d'accord. Qu'est-ce qui, là encore, bloque au niveau des dirigeants de la planète? Bon, je vais vous livrer une conviction, mais elle mérite probablement d'être un peu nuancée. L'expérience que j'ai vécue pendant ces quelques mois au gouvernement n'a fait que confirmer une chose: à partir du moment où vous êtes dans un gouvernement, vous êtes happé comme dans un fleuve en crue, et vous êtes soumis en permanence à une profusion d'injonctions, d'urgences, et le temps de la réflexion, de la prospective, le temps du dialogue avec la société civile est vraiment difficile. Je pense que nos démocraties, qu'il faut préserver, mais il va falloir, quelque part, elles sont un peu à bout de souffle, il va falloir les moderniser pour, comment dire, les adapter à deux paramètres du XXIe siècle. Le premier, c'est la précipitation du temps. C'est-à-dire que pendant longtemps, la science et la conscience étaient synchronisées. Aujourd'hui, notre conscience, elle est à la ramasse de la science. Et donc, on prend conscience parfois des effets pervers de quelque chose quand on est déjà dans la crise. Et puis le fait que le futur est rentré dans notre scope. Jamais dans l'histoire de nos sociétés, ce que l'on décidait maintenant pouvait à ce point compromettre le futur. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, prendre une décision pour protéger le futur est parfois contradictoire avec une décision pour préserver ou améliorer le présent. Donc mon sentiment, si on veut notamment que le politique puisse s'inspirer de la société civile, parce que dans beaucoup de domaines, là je viens de rencontrer des éleveurs qui simplement par une méthodologie pensent qu'ils peuvent très rapidement changer totalement de méthode et s'y retrouver économiquement sans utiliser forcément des OGM ou des intrants. Moi j'ai fait dans tous les territoires de France, j'ai vu des gens qui se passent de glyphosate et qui s'en sortent bien et qui ont retrouvé une espèce de confort psychologique parce qu'ils n'ont plus l'impression de s'empoisonner eux-mêmes. Et il faudrait qu'on ait le temps de recenser toutes ces initiatives. L'hydrogène, j'y crois beaucoup. Il y a déjà des villes qui se sont équipées. Les standards, je l'ai dit, les standards de demain, ils sont là. Et donc, il y a un moment ou un autre, le problème, c'est qu'on ne réactive pas, on ne réinitialise pas son logiciel. Donc, je pense qu'il faudrait, dans nos démocraties, et à commencer par la France, un lieu de pouvoir qui pourrait être la troisième chambre, issue du Conseil économique, social et environnemental,
dans lequel on associe, comme c'est fait pour la Convention citoyenne, des citoyens tirés au sort, mais où il y a un dialogue permanent entre les citoyens, les ONG, les corps intermédiaires, les sachants, les intellectuels, un lieu posé, documenté, apaisé, qui vienne compléter l'exercice démocratique, mais en le dotant d'un pouvoir politique. Parce qu'une chose que j'ai pu vérifier dans ce pays, quand on veut se débarrasser d'un problème, on crée une commission. Et donc, il faut pouvoir que le politique puisse se nourrir, il faut qu'il puisse s'inspirer, mais il faut aussi que le citoyen, parce que ne nous exonérons pas aussi de notre responsabilité, parfois on veut le changement, mais si possible chez le voisin, il faut l'immerger dans la complexité. Ce que j'ai appris en écologie, c'est qu'il n'y a malheureusement jamais un problème simple et une solution simple. Mais alors vous parliez de réinventer la démocratie, mais il y a deux grandes démocraties qui sont les États-Unis et le Brésil, qui ont élu des présidents qui sont ouvertement climato-sceptiques. Est-ce que ça vous rend pas un peu... est-ce que ça vous désole pas de voir que Trump véhicule... Si vous me demandez si ça me réjouit d'imaginer même que Trump puisse être réélu, si vous me demandez que la conversation téléphonique que j'ai eue hier avec un de mes amis indiens du peuple des Yanomami viennent de me témoigner de ce qui est en train de se passer avec les Indiens du Brésil, où c'est devenu le Far West, non, ça ne me réjouit pas. Au moment où nous avons besoin d'avoir des Mandela, d'avoir des Trump ou d'avoir des Bolsonaro, alors est-ce que c'est le, comment dire, le dernier carré de résistance du monde d'hier qui essaie de s'exprimer, ou est-ce que c'est ce qui va proliférer? J'en sais rien. On est dans ce paradoxe au moment où on a besoin d'additionner nos intelligences, d'additionner nos moyens, de construire des passerelles. Il y a une espèce de tentation ultime de construire des murs, de s'isoler, qui est le réflexe le plus stupide qu'on puisse avoir. On n'y arrivera pas en s'enfermant, on y arrivera en s'ouvrant. Et donc nous sommes dans ce point de bascule où je ne sais pas qui va gagner. Qui va gagner entre ceux dont je parlais qui sont là pour protéger le bien commun et ceux qui aimeraient prolonger la possibilité de s'accaparer le bien commun. Quand vous voyez ce qui se passe... Quand vous voyez ce qui se passe en Australie avec des incendies monstres, est-ce que vous vous dites, ça y est, le changement climatique dont on nous parlait, dont les scientifiques nous parlaient il y a quelques années, on y est et ça va s'accélérer? Vous savez, l'autre jour, j'étais invité dans une émission d'une grande radio que je ne nommerai pas, qui s'appelle RTL, c'est fait, pour parler, notamment commenter ce qui se passait en Australie, entre autres, ce qui s'était passé en Amazonie cet été, ce qui s'est passé en Sibérie il n'y a pas longtemps, ce qui s'est passé aussi en Indonésie, parce qu'on en a moins parlé. Et je me suis retrouvé face à une interlocutrice qui... je pensais que c'était d'un monde révolu, qui d'abord m'expliquait avec force détail que ce qui se passe en Australie n'a absolument rien à voir avec les changements climatiques et que jamais les catastrophes naturelles n'avaient eu aussi peu d'impact sur l'humanité. J'avoue, je le regrette, j'ai perdu ma bonne humeur. Les changements climatiques, qu'on le veuille ou pas, ils sont déjà à l'œuvre. Notre marge de manœuvre, elle est simplement pour limiter la casse. Notre marge de manœuvre, c'est d'éviter de rentrer dans un scénario irréversible où à un moment ou à un autre, on perd la main. Mais c'est vrai que quand on observe ce qui se passe en Australie, pour ne parler que de cet événement, enfin, je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu un ouragan dans les Caraïbes, ça a fait 4 morts en Floride, mais ça a fait 4000 morts à Haïti. C'est là aussi où on voit que la crise climatique, c'est une injustice absolue, parce qu'il y en a qui trinquent beaucoup plus que d'autres. Mais chaque année, les conséquences climatiques, que ce soit par ce qu'on appelle des extrêmes climatiques, c'est-à-dire des typhons, des inondations, des sécheresses, etc., ajoutées à des phénomènes au long cours comme la désertification, jettent dans l'émigration des dizaines de millions de personnes, 3 fois plus que les conflits. Donc la crise climatique chez nous, qui est encore peu palpable, quoique malheureusement ça n'a pas changé, elle est là. Et donc ce qui nous reste comme curseur, c'est d'agir sur son ampleur. Et comme nous avons malheureusement passé beaucoup de temps à tergiverser pour savoir si l'homme avait une responsabilité ou pas, eh bien en attendant, le phénomène, il ne se développe pas d'une manière linéaire, il se développe d'une manière
comment dire, avec des effets de seuil et d'emballement. Alors bon, ça c'était le passé. On voit bien que les modélisations du GIEC se réalisent une par une, avec beaucoup plus malheureusement d'intensité que le GIEC lui-même l'avait prévu. On est dedans. Bon, voilà. Et une fois qu'on a dit ça, soit on affronte cette réalité et on se dit, on y met les moyens parce que, comme en situation de guerre, nous sommes en guerre. Ni plus ni moins. Sauf que l'ennemi, c'est nous. Et en situation de guerre, on fait un plan Marshall et on fait tourner la planche à billets. Mais n'hésitons pas à investir, parce que ce n'est pas de la dépense inutile. Si on met quelques centaines ou milliers de milliards d'euros pour la transition écologique, ce sont 10 fois plus qu'on va s'épargner en ce qu'on appelle en termes économiques en externalités négatives. Parce qu'il y a un moment ou un autre, nos économies ne vont pas pouvoir faire face aux conséquences des changements climatiques. Et quelque part, il y a un point positif dans la crise écologique, c'est qu'elle nous confronte à une communauté de destin. Pour la première fois, la famille humaine dans sa diversité a un destin commun. Donc de deux choses l'une, ou on en profite pour se rapprocher, ou alors on s'entête et on continue à s'affronter pour des futilités, mais l'histoire tranchera. Alors j'ai deux dernières questions. Une qui concerne Emmanuel Macron, qui avait été nommé par l'ONU. Il avait reçu le titre de champion du climat. Ce qui avait fait... je sens la question piège du journaliste, qui va trouver la petite phrase qui va m'opposer au président. Non, voilà, il avait obtenu ce titre de champion du climat, ce qui avait fait un peu rire les associations écologistes qui ironisaient sur le fait qu'il soit champion à l'international, mais qu'en France, les choses avaient du mal à bouger. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous savez, il faut toujours essayer, dans la critique, dans l'exigence, d'être nuancé et d'être objectif. Si vous avez eu les uns et les autres l'occasion de voyager, pour finir, quand on rentre en France, on se dit que sur ces aspects-là, on n'est quand même pas les plus mauvais. Mais ce n'est pas le problème. Mon problème n'est pas de savoir si la France est moins mauvaise ou meilleure que son voisin ou pas. Mon problème, c'est de savoir, est-ce que par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés sous l'injonction de la science, est-ce qu'on est sur la trajectoire? Je ne suis pas là pour distribuer des bons points ou des mauvais points. Mais voilà, donc je pense que la France, à l'échelle diplomatique internationale, mais même à l'échelle intérieure, n'est plutôt un pays en pointe. Mais je considère qu'on doit faire beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus loin, comme le disait Tony Estanguet tout à l'heure. Il faut changer d'échelle. Parce que si on fait un peu d'agriculture bio, un peu d'énergie renouvelable, un peu d'économie sociale et solidaire, c'est très sympathique. Mais au pire, ça va repousser d'un an l'issue de notre destin. Donc il faut changer d'échelle. Mais vous ne me ferez pas dire, contrairement, que la France ne fait rien. Elle fait beaucoup. Elle doit faire plus, ne serait-ce que pour saisir, si jamais on ne prend que le critère économique, les opportunités économiques que, malheureusement ou heureusement, la contrainte écologique va révéler. Vous savez, pendant qu'on tergiverse, en Corée, au Japon, en Chine, ils sont en train de travailler sur l'économie hydrogène. Mais c'est quand même dingue. Déjà, on a perdu la main sur les panneaux solaires, on a perdu la main sur les batteries, et on va perdre la main sur une technologie qui va avoir une grande contribution dans la transition énergétique. Donc, il ne faut pas simplement voir ça comme une contrainte, il y a aussi une opportunité économique, d'ailleurs dont vous êtes quelque part les témoins, mais il faut le faire en grand. J'insiste bien, moi je souhaite que vous soyez une source d'inspiration pour les acteurs politiques. Alors ma dernière question concerne votre actualité. Vous n'êtes plus ministre, vous êtes retourné à votre fondation. Mais c'est quoi votre prochain combat? On vous verra dans quel domaine? Mais mon combat, il est au long cours. Ma fondation va fêter ses 30 ans cette année. Ça fait 30 ans avec d'autres, après d'autres, avant d'autres, que ce n'est pas un combat, comment dire, avec des étapes. J'entends certains déjà dans les présidentielles, mais on s'en fout des présidentielles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait demain. Mon rôle, à travers celui de la Fondation, c'est de créer de la convergence, pas de la confrontation. C'est d'encourager là où on peut encourager, c'est d'identifier là où il y a les solutions, mais c'est de réunir dans une société où on a tendance, encore une fois, à se diviser, à s'affronter, où, comme disait René Char, l'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant. Eh bien, moi, je veux nous réunir sur l'essentiel. Et déjà, ce rôle, croyez-moi, c'est un job à plein temps. Merci beaucoup.